Cette semaine, nous plongeons au cœur d'une escalade de tensions majeures entre les États-Unis et le Venezuela, qui menace la stabilité de toute la région caribéenne. Depuis plusieurs semaines, un déploiement militaire américain sans précédent inquiète la communauté internationale avec plus de 4000 soldats mobilisés, 8 navires de guerre équipés de 1200 missiles, 5 avions de combat F-35 de dernière génération et un sous-marin nucléaire d'attaque positionné au large des côtes vénézuéliennes. L'objectif officiellement affiché par l'administration Trump consiste à mener une guerre totale contre ce qu'ils appellent le narcoterrorisme international. Le 2 septembre, Donald Trump publie sur son réseau Truth Social une vidéo spectaculaire montrant une frappe militaire contre un bateau en mer des Caraïbes soupçonné de transporter plusieurs tonnes de cocaïne. Cette attaque fait 11 morts et soulève immédiatement des questions sur la légalité de telles opérations en eaux internationales. You'll see that we just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Parallèlement, la marine américaine conduit des exercices de débarquement intensifs à Porto Rico, simulant des opérations amphibies de grande envergure. Le 15 septembre, Donald Trump diffuse une nouvelle vidéo montrant un second bateau frappé en pleine mer des Caraïbes, causant la mort de 3 personnes supplémentaires. Ces frappes militaires unilatérales sont immédiatement qualifiées d'exécutions extrajudiciaires par plusieurs experts des Nations Unies spécialisés dans les droits humains et le droit international. Le droit international humanitaire refuse catégoriquement l'utilisation unilatérale de la force létale par un pays dans les eaux territoriales ou internationales d'un voisin sans mandat explicite. Face à cette démonstration de force, Nicolás Maduro ordonne la mobilisation générale et lance des exercices militaires d'envergure impliquant 4 500 000 soldats pour protéger l'intégrité territoriale du Venezuela. Début septembre, 2 chasseurs F-16 vénézuéliens effectuent un survol rapproché d'un destroyer américain en mer des Caraïbes dans une manœuvre d'intimidation particulièrement risquée. Le 8 août précédent, le département de justice américain avait mis la tête de Nicolás Maduro à prix pour la somme colossale de 50 millions de dollars, l'accusant d'être le cerveau d'un narco-État. Mais cette accusation extrêmement grave est-elle réellement justifiée par les faits ou s'agit-il d'un prétexte géopolitique? Le 20 janvier 2000, 25 jours de son investiture en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump signe un décret exécutif désignant officiellement les cartels de drogue comme organisations terroristes étrangères. Parmi les organisations inscrites sur cette liste figure le gang vénézuélien Tren de Aragua, devenu le symbole de la criminalité latino-américaine aux États-Unis. Cependant, des experts en criminalité organisée soulignent que le terme Tren de Aragua est utilisé de manière abusive pour décrire tous les types de gangs vénézuéliens, alors qu'il existe en réalité des dizaines d'organisations criminelles distinctes opérant au Venezuela et à l'étranger. Cette prison gang, née dans les pénitenciers vénézuéliens, est désormais considérée comme l'une des organisations criminelles les plus violentes et sophistiquées au monde. L'une des raisons principales pour lesquelles les États-Unis utilisent spécifiquement le nom de Tren de Aragua réside dans le fait que cette inscription sur la liste des organisations terroristes facilite les poursuites judiciaires et les opérations de démantèlement. Au mois de mars, plus de 200 membres présumés du Tren de Aragua sont expulsés des États-Unis vers une prison de haute sécurité au Salvador dans le cadre d'un accord de coopération régionale. Pour Donald Trump, le chef ultime du Tren de Aragua n'est autre que le président Nicolás Maduro lui-même, établissant ainsi un lien direct entre criminalité organisée et pouvoir politique. Le département de justice américain accuse également le président vénézuélien d'être à la tête d'une autre organisation criminelle appelée le Cartel des Soleils ou Cartel de los Soles. Contrairement au cartel traditionnel mexicain ou colombien, le Cartel des Soleils ne contrôle pas tous les maillons de la chaîne du trafic de drogue et n'est pas dirigé de manière centralisée depuis le sommet de l'État. Le monde du trafic de drogue vénézuélien est profondément enraciné dans les structures étatiques, mais ces différents réseaux ne sont pas nécessairement connectés entre eux de manière organique. L'État vénézuélien est indéniablement gangrené par la corruption endémique et le trafic de drogue à tous les niveaux de son administration. Mais peut-on pour autant affirmer, comme le fait l'administration américaine, qu'il s'agit d'un véritable narco-État au sens strict du terme? Il existe effectivement des relais institutionnels des complicités actives et des personnes qui vivent du narcotrafic, y compris au sein de l'armée et de l'appareil d'État vénézuélien. Cependant, qualifier le Venezuela de narco-État signifie que le trafic de drogue constitue une politique d'État officielle et que l'ensemble des institutions sont organisées spécifiquement pour faciliter ce commerce illicite.
Cette accusation extrêmement lourde justifie juridiquement et politiquement pour Washington la légitimité d'un changement de régime par tous les moyens nécessaires. Devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis, Nicolás Maduro est présenté comme l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde. Pourtant, selon les données de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 75% de la cocaïne destinée au marché américain transite par les routes du Pacifique contre seulement 10% par le Venezuela. La majorité de la production colombienne part désormais principalement par l'Équateur qui est devenu le hub d'exportation privilégié de la cocaïne sud-américaine vers l'Europe et les États-Unis. En ce qui concerne la stratégie militaire déployée par Washington, on peut légitimement se demander si le recours à des missiles de croisière Tomahawk et un sous-marin nucléaire d'attaque représente réellement la solution la plus adaptée et proportionnée pour combattre des narcotrafiquants. La réponse apparaît clairement politique et géopolitique, bien plus que motivée exclusivement par l'efficacité opérationnelle dans la lutte contre le narcotrafic international. Pour comprendre véritablement l'origine des tensions actuelles, il faut remonter un quart de siècle en arrière, au tournant du millénaire. Le 6 décembre 1998, Hugo Chavez est élu président de la République du Venezuela dans un contexte de profonde crise économique et sociale. Socialiste convaincu et ancien militaire putschiste, Hugo Chavez se revendique de l'héritage historique de Simón Bolívar, le libérateur des colonies espagnoles d'Amérique latine au début du XIXe siècle. Chavez établit progressivement un régime d'inspiration socialiste qu'il baptise la révolution bolivarienne, visant à transformer radicalement les structures socio-économiques du pays. Pour redistribuer les immenses richesses pétrolières, il met en place un vaste ensemble de réformes, incluant la nationalisation progressive de l'industrie pétrolière, jusque-là largement contrôlée par des multinationales étrangères. Le Venezuela détient tout simplement les réserves de pétrole les plus importantes au monde, dépassant même l'Arabie Saoudite et les monarchies pétrolières du Proche-Orient. Bien qu'il ne soit pas le plus gros producteur effectif, le Venezuela dispose des réserves prouvées les plus considérables de la planète, avec environ 300 milliards de barils. Chavez rompt brutalement avec le partenaire historique du Venezuela, que constituent les États-Unis, dont les compagnies pétrolières exploitèrent les richesses du sous-sol depuis le début du XXe siècle. Pendant tout le XXe siècle, le Venezuela gravite dans l'orbite directe des États-Unis et toute l'industrie pétrolière vénézuélienne a été construite par les majors du pétrole américain. La quasi-totalité du pétrole vénézuélien partait directement par pipeline et tanker jusqu'aux raffineries américaines du golfe du Mexique. En 2002, Hugo Chavez est victime d'un coup d'État militaire qui l'écarte brièvement du pouvoir au profit d'un leader patronal immédiatement reconnu par l'administration Bush. Cependant, grâce à une mobilisation populaire massive et au soutien d'une partie de l'armée, Chavez est rétabli dans ses fonctions présidentielles seulement 48 heures plus tard. Cet épisode traumatisant renforce considérablement l'anti-américanisme viscéral de Chavez, qui n'hésite pas à invectiver publiquement le président américain George W. Bush lors de forums internationaux. En 2004, Hugo Chavez crée avec le dirigeant cubain Fidel Castro l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, une organisation de coopération commerciale politique et culturelle destinée à contrer l'influence hégémonique des États-Unis. Le président vénézuélien se rapproche stratégiquement de la Russie et de la Chine, qui deviennent progressivement de nouveaux partenaires commerciaux et militaires privilégiés. Durant les années 2000, l'envolée spectaculaire des prix du pétrole dépassant les $100. Le baril permet au régime chaviste de financer d'ambitieuses politiques sociales dans l'enseignement, la santé et les services publics. Le taux de pauvreté recule drastiquement de près de 50%, suscitant un fort enthousiasme à gauche en Amérique latine et dans de nombreux mouvements progressistes à travers le monde. Mais en 2008, la crise financière mondiale provoque l'effondrement brutal des cours du pétrole, plongeant l'économie vénézuélienne largement monodépendante de sa rente pétrolière dans une profonde récession structurelle. Dans ce contexte de crise économique majeure, le trafic de drogue devient alors une source de revenus parallèle absolument cruciale pour de nombreux acteurs étatiques et para-étatiques. L'histoire du trafic de drogue vénézuélien est intimement liée à celle du narcotrafic colombien, car ce sont les organisations colombiennes qui dominent historiquement toute la chaîne de production. En 2020, un nouveau cap symbolique est franchi lorsque Washington accuse officiellement Nicolás Maduro d'être personnellement un narcotrafiquant international et place sa tête à prix pour $15 millions. Déjà à cette époque,
Donald Trump considérait que le président vénézuélien n'était absolument pas légitime et qu'il était directement lié au cartel de la drogue colombien. Pendant le mandat de Joe Biden, entre 2021 et 2025, les relations entre Washington et Caracas connaissent finalement très peu de changements substantiels dans leur orientation générale. La légitimité de Nicolás Maduro continue d'être contestée par la communauté internationale et les sanctions économiques paralysantes sont rigoureusement maintenues, voire renforcées. Mais la situation va brutalement basculer lorsque Donald Trump effectue son retour triomphal à la Maison-Blanche en janvier 2025. Certains analystes géopolitiques évoquaient initialement un possible rapprochement pragmatique entre le Venezuela et les États-Unis, car les deux pays auraient objectivement intérêt à trouver un terrain d'entente mutuellement bénéfique. Washington cherche désespérément à garantir un accès stable au pétrole bon marché pour réduire sa dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient, tandis que Caracas souhaite absolument relancer son industrie pétrolière moribonde. Car bien qu'il dispose de la première réserve pétrolière mondiale, le Venezuela n'occupe désormais que la 22e place parmi les producteurs effectifs de pétrole, avec une production divisée par 4. Dans le même temps, Donald Trump aurait tout intérêt politique à signer un accord bilatéral sur la question migratoire, l'une de ses principales promesses de campagne électorale. Les Vénézuéliens représentent désormais la première nationalité d'Amérique latine à traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, devant même les Mexicains. Cependant, de l'autre côté au sud du Venezuela, à travers les frontières terrestres poreuses avec la Colombie et le Brésil, les routes traditionnelles de la cocaïne continuent d'opérer massivement. Cette stratégie déployée par les États-Unis ne va probablement pas arrêter le trafic de drogue structurellement, mais elle pourrait forcer les organisations de narcotrafic à adapter significativement leurs modes opératoires et leurs itinéraires d'exportation.